Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel Champions JCE TV. Aujourd'hui, une émission très spéciale parce que le prochain Retro Gaming, c'est la 100e émission de ce Retro Gaming presque préconstruit. Et je vous avais proposé de faire une grande FAQ à l'occasion de ce 100e épisode. Et vous avez été très nombreux à m'envoyer des questions, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le Discord des JCE TV. Si vous n'y êtes pas encore, d'ailleurs, le lien est en description de la vidéo. Et donc, vous avez tellement posé de questions de toutes sortes que il n'est pas possible d'y répondre en une seule vidéo. C'est pourquoi nous allons faire avec l'équipe plusieurs vidéos. Tout d'abord, ici pour le 100e épisode du challenge Retro Gaming, je vais répondre à un certain nombre de questions que j'ai sélectionnées auxquelles je pense que je peux apporter une réponse seule. Et pour les questions les plus intéressantes à traiter à plusieurs, nous ferons une émission spéciale FAQ dans les prochaines semaines où nous répondrons à toutes les questions. Et oui, toutes les questions seront répondues sans la moindre exception. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer par vous répondre dans l'ordre plus ou moins chronologique auquel les questions sont arrivées. Donc, question de Raceline sur YouTube qui me demande quel est mon aspect préféré après toutes ces années de jeu. Eh bien, je me souviens très bien qu'au tout début du jeu, j'étais très enthousiasmé par l'aspect agressivité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. L'aspect agressivité manque cruellement de souplesse en termes de gestion des manigances. Et donc, aujourd'hui, mon aspect préféré, j'hésite, hein. C'est certainement pas la protection non plus, même si ça a augmenté dans mon estime, je le reconnais récemment. Je pense que mon aspect préféré va rester quand même justice ou commandement. J'hésite parce que les deux sont sympas, mais on va dire quand même justice, parce que les cartes sont jaunes. Et j'aime bien le jaune. C'est plus joli que le bleu. Voilà. Mais non, l'aspect justice, j'aime beaucoup l'aspect flip-flap. C'est l'aspect qui gère le contre. Moi, j'aime la manigance. Moi, j'aime bien. J'aime bien justice. J'aime bien l'élégance de nombreuses cartes justice. Donc, pour moi, c'est justice mon aspect préféré après toutes ces années. Et alors, toujours Line qui demande la carte quasi auto-include dans vos decks. Eh bien, moi, il n'y en a pas beaucoup en fait. Marvel Champions reste un jeu qui est assez remarquable pour ça. Ils ont quand même eu l'élégance de créer un jeu qui avait relativement peu d'auto-include, surtout quand on compare avec le Seigneur des Anneaux, qui lui est blindé d'auto-include. Marvel Champions, de par le fait qu'on build autour d'un héros et que le set du héros va forcément influencer d'une façon ou d'une autre le build des cartes qu'on va mettre autour, il y a moins d'auto-include de mon opinion que dans un Seigneur des Anneaux. Mais allez, s'il y a une carte que je vais systématiquement mettre dans tous mes decks où elle rentre, c'est sous surveillance. C'est sous surveillance, donc on est en justice. C'est une carte jaune, donc forcément ça ne rentre que dans mes decks jaunes, mais c'est la seule carte en fait que je vois, que je vais même pas me poser la question, je vais la mettre dedans. Je vais la mettre dedans. Mais attention, mon expérience du jeu, ma véritable expérience du jeu, c'est sur le rétro gaming. J'ai peu d'expérience de jeu sur les contenus récents parce que j'y joue un petit peu, mais je n'ai pas du tout la connaissance approfondie de Proust et Sneaky. Donc cette question, à mon avis, on le reposera sur la vidéo FAQ. Mais pour ma part, j'en vois vraiment qu'une que je vais mettre sans réfléchir dans tous mes decks jaunes. C'est sous surveillance parce que je joue en solo évidemment, parce que je ne joue que en solo quasiment. Et en solo, c'est évidemment extrêmement fort et un confort. C'est même plus que fort, c'est un confort. Sinon, dans les autres aspects, j'en ai pas vraiment. Et même en basique, je peux pas dire que j'ai une carte auto-include. Tout le monde parle de Nick Fury, Nick Fury. Moi, je le mets pas systématiquement. Je suis pas spécialement un des plus grands fans de Nick Fury. Et donc, c'est une carte qui va vite sauter pour mettre d'autres choses plus fun. Alors, question de Icefly18 sur YouTube. Quels sont vos rangements? Et ça, c'est une question extrêmement intéressante.
Voilà, vous avez à l'image trois objets centraux dans mon rangement. C'est pas le rangement de toute ma collection, évidemment, je ne vais pas sortir toute ma collection là sur la table, mais pour vous montrer comment j'organise ma collection. C'est une manière d'organiser la collection qui me convient très bien. Maintenant, il existe d'autres façons d'organiser, qui a des points communs et des différences. Proust, je sais qu'il a une légère variation dans son rangement, mais voici la façon dont j'organise ma collection. Donc il y a trois éléments. Et le premier élément, ben, c'est les jetons. On n'en parle pas beaucoup des jetons, mais pourtant il faut les ranger quelque part. Donc j'ai une boîte à jetons qui est en fait une petite boîte à outils que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Celle-ci a été trouvée chez Monsieur Bricolage. Oui, je n'en ai cure de citer des marques dans mes vidéos YouTube. Ils ne me sponsorisent pas. C'est des boîtes qui coûtent rien du tout. Ça coûte vraiment rien. C'est 4 euros, je crois, un truc du genre. J'ai payé ça 4 euros la boîte. Et regardez, ces petits compartiments sont parfaits pour les jetons. Des jetons qui ne sont pas les jetons d'origine du jeu. Ça, c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un d'autre. Je ne sais plus qui m'a posé cette question. Oui, c'est NecoFlash. C'est NecoFlash qui a posé la question sur les jetons que j'utilise, les tokens que j'utilise. Donc NecoFlash, ces tokens, ce sont les burger tokens, effectivement, qui sont des tokens, ben, c'est pas donné. C'est vraiment, vraiment pas donné. C'est le set de tokens serait tourné autour de 30-35 euros, plus les frais de port des States, plus les éventuels frais de douane. Bref, c'est vraiment pas donné, mais ils sont vraiment très 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 chouettes, recto verso. Alors il y a du bricolage à faire hein, sur les burger tokens, ils n'arrivent pas comme ça. Ils arrivent collés sur des feuilles, et il faut coller, soit coller les deux petits demi-cabochons là l'un sur l'autre, soit vous mettez, ah bah regardez, je sais pas si vous voyez la mise en place, la mise au point évidemment ne se fait pas sur la pièce, mais il y a une pièce de 2 centimes d'euros et ça donne un peu de poids à ces burger tokens. Et ça les rend super agréables à manipuler. Notez que ces jetons, Burger Token, je ne les ai que pour Marvel Champions. Il y en a pour Arkham, il y en a pour le Seigneur des Anneaux. Pour Arkham et pour le Seigneur des Anneaux, je les trouve au contraire peu pratiques de par leur recto verso pas très malin de faire 1-3. 3 c'est con parce que ça t'oblige à faire de la manip. 1-2 c'est très très malin, ça limite les manips. Et puis je les trouve moins jolis. Pour Arkham, moins jolis, moins pratiques. Et pour le Seigneur des Anneaux, bah, moi je les trouve moins jolis. Mais ceux-ci sont hyper fonctionnels, c'est super pratique. Les jetons Burger Token. Voilà, voilà pour ce qui est de mes jetons. Donc ces jetons sont rangés dans une boîte à part. Comme tous mes jetons de jeu d'ailleurs, je les range toujours dans une boîte à part généralement. Alors, les cartes joueurs. Les cartes joueurs, je les range dans des classeurs, des portfolios très précisément. Ce sont des portfolios Ultimate Guard. Pour moi, c'est la meilleure marque. Avec side loading évidemment. Hein. Rangement latéral, pas par le haut. Hein. Non, non, non. Rangement latéral. Et je vais avoir un portfolio par aspect et chaque aspect est trié. Donc d'abord les cartes soutien. Donc là on est dans le portfolio justice. Tiens donc. Le soutien, j'ai laissé des pages libres pour la suite de la collection. Comme ça j'ai pas besoin à chaque fois tout ranger. Et donc soutien c'est classé là par ordre de parution. Tant que le jeu n'est pas fini, je laisse par ordre de parution. Parce que sinon il faut à chaque fois reclasser les cartes. Donc là j'ai les soutiens. J'ai les alliés. Il y a des trous parce que c'est les alliés qui sont dans mon deck actuellement. Je suis en train de jouer. J'ai évidemment ensuite les améliorations. Hein, puis j'ai les événements. Voilà. Tout est rangé par ordre chronologique de parution et les manigances annexes de joueurs, les ressources. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'organise mes cartes joueurs. C'est extrêmement pratique. Moi j'aime beaucoup organiser comme ça parce que pour construire un deck, eh ben, il n'y a pas besoin de prendre un paquet de cartes et de commencer à chercher dans le paquet de cartes. L'air de rien, c'est chiant, hein. Moi, je trouve ça super chiant. Je prends un paquet de cartes et puis je dois commencer à sortir des cartes. Ah, ben, je vais sortir ces deux-là. Et puis, ah, je dois sortir ces deux. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ici, j'ai juste à ouvrir les pages
et à aller chercher les cartes qui m'intéressent. Je visualise tout de suite où elles sont. Ça m'évite de devoir les manipuler et donc de potentiellement les abîmer. Donc moi je préfère de très très loin le mode classeur. En plus c'est joli. Parfois ça m'arrive simplement d'ouvrir un classeur pour regarder les cartes, et pour relire les cartes. Et voilà. En plus je trouve que c'est un bel objet. C'est un bel objet. Les cartes sont bien protégées là-dedans. Je trouve plus que dans une boîte. Donc voilà. Pour moi le portfolio c'est le must. Pour les cartes joueurs. Pour les cartes joueurs, c'est vraiment le must, vu qu'on ne sort jamais en grand nombre, on en sort toujours qu'un petit nombre à la fois. Donc voilà, c'est facile pour le rangement, et elles sont toujours dans le même ordre, et voilà, moi j'aime bien. Alors, vous voyez que mes cartes ne sont pas protégées dans le classeur, c'est vrai, je ne mets pas mes cartes protégées dans le classeur, elles ne sont pas protégées, je les sleeve une fois que je les ai sorties. Or ça peut paraître fastidieux, mais vous savez, sliver 40 cartes, ça prend moins d'une minute. Ça prend moins d'une minute, donc franchement, ça ne me dérange pas de prendre une minute 30 à sliver mes cartes et à les désliver quand j'ai fini de jouer le deck. Et puis ça fait une économie sur les sleeves, l'air de rien. Quand on est un amateur de sleeves coûteuses comme moi, eh ben, c'est quand même pas mal de pouvoir faire une petite économie. Vous allez me dire, le portfolio, il a un coût, effectivement. Il a un coût, mais c'est qu'une fois. Il faudrait que je calcule, tiens. Est-ce que le coût du portfolio compense l'économie de sleeve des cartes qu'il y a dedans? On peut mettre sans problème 3 exemplaires d'une carte dans une pochette Ultimate Guard. 3 exemplaires d'une carte, voilà, dans une pochette non slivée. Alors, est-ce que ça rentre slivé? Oui, 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 ça rentre slivé. Pour ceux qui se posent la question, une carte slivée rentre. Ben voilà, regardez, je vais prendre une carte slivée. Et hop, ça rentre, hein, regardez, ça rentre. C'est slivé en... Oui, celle-là, elle est slivée en paladin. Mais si je prends une sleeve... Ça, c'est une sleeve Dragon Shield Matte. Ça rentre. Ça rentre. Et pourquoi tu les rentres pas slivés? Ben parce que 3 Dragon Shield Matte. Là, par contre, ben, ça rentre, mais voilà quoi. Voilà, prendre 3 Dragon Shield Mat. Ça rentre, hein. 3 Dragon Shield Mat, ça rentre. Mais le souci, c'est que une fois que le classeur est plein, vous avez un énorme bazar qui ressemble plus à rien, c'est pas joli. Ce n'est plus un bel objet dans ce cas-là. Donc j'aime pas les classeurs qui sont surgonflés. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le sleeve pas également. Mais vous pouvez ranger sliver sans problème dans les portfolios Ultimate Guard. Et alors, que fais-tu des sets de héros et des scénarios? Ben là, je suis sorti la boîte crâne rouge dans laquelle on va retrouver... ah merde, c'était le très mauvais exemple, la boîte crâne rouge, parce qu'il n'y a pas de héros rangés dedans. Mais généralement, je vais peut-être vous prendre l'autre boîte alors. Ce sera plus clair pour vous si je vous montre la boîte Convoitise Galactique. Donc, dans ma boîte Convoitise Galactique, j'ai rangé 2 cycles, enfin deux campagnes. Il y a la campagne Convoitise Galactique, ici, et puis là, il y a la campagne L'ombre du Titan Fou. Donc tout ça tient dans un demi-compartiment ici. Et ici, j'ai mes sets de héros. Je me suis fait un petit intercalaire à maison, hein, pour séparer chaque set de héros qui lui est déjà slivé. Hein, donc, comme vous le voyez, quand je dois sliver un deck, je ne reslive que 25 cartes. Donc voilà. Et donc les héros de cette boîte Convoitise Galactique sont ceux qui sont sortis dans le cycle gardien, donc de Rocket jusqu'à Vision. Voilà, j'ai choisi de les classer par cycle, enfin par... même pas des cycles ici, c'est carrément des arcs. J'ai choisi de classer par arc. Voilà, c'est un choix. Et ça me convient très très bien. Voilà, voilà. Et donc les sets de rencontres sont rangés ici. Les sets modulaires sont rangés dans la boîte crâne rouge avec 2 hoods. Parce que les sets modulaires, je ne les joue qu'avec 2 hoods. Mais je les joue quand même. Hein. Donc oui. Je touche quand même de temps en temps les sets modulaires. Qui ne sont pas utilisés, uniquement ceux qui ne sont pas utilisés dans au moins un autre scénario. S'il y a un set modulaire utilisé dans un autre scénario, je le range avec la campagne. Parce que moi je ne joue qu'en campagne, les campagnes, et donc les campagnes restent indissociables pour moi.
Et enfin, qu'est-ce que tu fais de tous tes doublons, tes énergies et tout ça en double, en triple, etc. Ben, vous l'avez peut-être vu. J'aime bien compléter mes pages, avoir des pages pleines. Regardez, ça c'est les événements, et hop, les événements. Là, je sais qu'il n'y a plus d'événements. Je sais que c'est pas des trous qui se trouvent dans un deck, comme ici. Voilà. Parce que parfois, je me retrouve en fin. Est-ce que c'est une carte qui vient de là ou voilà. Et donc, ces cartes que je mets, dont je mets le verso, ce sont des doublons. Voilà. Pouvoir de l'agressivité, par exemple. C'est une partie de mes doublons viennent compléter mes pages de classement. Voilà. Voilà, vous savez tout sur mon système de rangement. Et c'est vraiment très pratique en fait pour retrouver les cartes avec lesquelles on veut jouer. Alors, Icefly 18 pose d'autres questions. Quels sont les scénarios les plus plaisants à jouer en one shot? Parce que j'ai un peu de mal par rapport aux campagnes, même si un développeur a confirmé que la campagne c'est le petit sucre. Ben, Icefly, je suis pas la bonne personne pour répondre à ça parce que moi, comme je viens de le dire, je ne joue que en campagne. Pour moi, ce jeu, je ne l'envisage que en campagne. En fait, je n'ai aucun plaisir à prendre un méchant one shot et à le jouer. Moi, je veux ce challenge campagne. C'est toujours ce qui m'avait manqué au Seigneur des Anneaux. Et ce qui est triste au Seigneur des Anneaux, c'est que le mode campagne, il est nul. Mais soit, à Marvel Champions, je suis très content du mode campagne. J'adore le mode campagne. Ils sont souvent très simples, sauf celui du cycle Spider. Là, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Mais sinon, pour le reste, ce sont des campagnes très très simples, très faciles à gérer. Et ça apporte ce petit plus qui donne envie d'enchaîner 5 scénarios de suite. Prendre un méchant au milieu d'un cycle et le jouer one shot, c'est pas mon trip. Par contre, c'est le trip de Sneakit et je pense Proust aussi. Donc eux répondront à mon avis dans la prochaine vidéo plus précisément que moi. Donc moi si je dois répondre à cette question, le plus plaisant à jouer en one shot c'est The Hood parce que j'utilise les sets modulaires et que chaque partie est différente. Et surtout, Icefly, tu veux des origines sur l'explication de nos pseudos? Bah, le mien, je laisserai Sneaky et Proust répondre à leur tour, mais le mien, c'est extrêmement simple. Shep est en fait la première syllabe de mon nom de famille. Voilà, tout simplement. Pas avec la même orthographe, mais c'est la première syllabe. C'est tout con. Et c'est resté. Ça date du collège et c'est resté. Donc, voilà. Tutoscience, lui, il veut tout savoir. Qui es-tu? Où vis-tu? Que fais-tu? Quelles autres passions? Ben, je suis Shep. Je suis liégeois, j'habite à Liège en Belgique. Je suis enseignant. Ça, c'est mon métier. Je suis enseignant dans un bac plus 3 en management du tourisme et des loisirs, si vous voulez tout savoir. Ma formation de base, c'est géographe. Et donc voilà, c'est mon activité professionnelle principale. Et quelles sont mes autres passions? Bah, vous savez, les jeux de société, ça prend déjà pas mal de temps, surtout les chaînes YouTube. Donc, mais j'ai d'autres passions, et notamment un peu de jeux vidéo, quand même. Donc récemment, j'ai joué évidemment à Baldur's Gate 3. Mais moi, je suis quelqu'un qui ponce les jeux, donc j'ai pas une liste énorme de jeux, mais généralement je les joue, comme par exemple les 500 heures passées sur Slay the Spire. Baldur's Gate 3, je dois être seulement à 200 heures, là plus ou moins 200 heures. J'aime beaucoup sinon les jeux de type point and click, de type Myst à la première personne. Ça c'est le genre, ça c'est ma came à fond. Euh, voilà, et là je me suis remis à StarCraft. Je vais me refaire l'intégrale StarCraft depuis le StarCraft 1 jusqu'à la fin de StarCraft 2 en solo parce que je suis une moule en jeu de stratégie. Et mes actions par minute sont misérables. Avec moi, il faudrait plutôt parler en action par heure. Mais j'aime bien jouer en solo sur ces jeux, c'est assez amusant. Et alors, j'ai une autre grande passion, c'est le cyclisme sur route, mais pas en tant que pratiquant, en tant qu'amateur, en tant que spectacle, hein. Il y en a qui aiment regarder le foot, mais moi j'aime regarder le cyclisme. C'est très belge, hein. Je sais que c'est pas forcément une passion qui est très répandue dans d'autres pays, mais moi j'adore le cyclisme sur route et donc je suis un grand follower des courses cyclistes professionnelles. Voilà, je crois que c'est mes principales passions qui m'occupent le plus de temps. Alors, Duff 7100.
nous pose la question d'où vient le concept de la pluralité des mondes. Comment remettre en cause la notion d'unicité? Qu'appelle-t-on un multivers du point de vue de la physique quantique, du point de vue cosmologique? Peut-on envisager d'allier ces deux théories? Alors mon cher Duff, je soupçonne que tu connaisses déjà la réponse à ces questions si tu les poses. Néanmoins, je peux résumer la situation en disant que le concept de pluralité des mondes a déjà été établi par des philosophes atomistes de l'Antiquité qui envisageaient déjà un ensemble de mondes existants où toutes les possibilités se seraient explorées. Et comment remettre en cause la notion d'unicité? Évidemment, cette pluralité des mondes a été rejetée lors du Moyen Âge parce que cela remettait en cause l'existence d'un Dieu unique. Or, on sait que la religion chrétienne prône cette existence d'un Dieu unique. Et donc, au Moyen Âge, évidemment, c'est hors de question de parler de pluralité des mondes. Donc, ça avait été... mais cette notion d'unicité, moi, je la remets en cause d'une façon très simple. Tu vois, c'est que je me dis qu'il y a une vingtaine d'années, il doit exister un monde où lorsque cette jeune Polonaise s'est retournée vers moi avec ce regard de braise, il doit exister un monde où je n'ai pas tourné les talons. Et je me console comme ça. Et c'est comme ça que je remets en cause la notion d'unicité. Voilà. Le multivers d'un point de vue de la physique quantique, ben pour ceux qui ne le savent pas, la physique quantique dit tant que l'on n'a pas mesuré l'état d'une particule, elle possède potentiellement tous les états possibles. Et donc c'est la porte d'entrée du multivers du point de vue de la physique quantique. Donc à partir du moment où on n'a pas mesuré la particule, elle a tous les états possibles et donc toutes les possibilités existent et coexistent. Et d'un point de vue cosmologique, eh bien c'est la création de bulles. Il y aurait des bulles d'univers, donc l'univers se déformerait et créerait des bulles isolées les unes des autres et que nous ne serions que dans une de ces bulles de l'univers et dans chacune de ces bulles il pourrait y avoir donc des trajectoires différentes, voire des règles physiques différentes. Le fait d'allier ces deux théories, bah, je vais laisser ça aux philosophes spécialisés en la matière. Bon, voilà, sur ce, j'ai dit que je répondais à tout. NecoFlash posait une autre question. Reverra-t-on à Lyon un jour? Eh ben oui, j'espère bien. On a toujours des contacts avec à Lyon. Bon, à Lyon, pour le moment, il est très occupé. Il est dans une période de vie un petit peu plus chamboulée, mais j'espère bien qu'il pourra revenir un jour. On n'est pas du tout fâché avec à Lyon, en tout cas, et on espère pouvoir le récupérer au moins sur le Seigneur des Anneaux. Alors, question du Vivier Nicolas sur YouTube. Pourquoi? Parce que... Voilà. Alors, question de Tournai. Toujours sur YouTube. Qu'est devenu Ryzen? Eh bien, ce cher Ryzen, rassurez-vous, il est en vie, en bonne santé. Il va très bien. En fait, bah voilà, vous savez, parfois il y a des aléas de la vie qui font qu'on finit par se perdre un petit peu de vue. Ce n'est pas du tout fâché avec Ryzen non plus, hein, rassurez-vous, il n'y a jamais eu de souci. En fait, voilà, c'était il y a quelques années, mois de juin, on se voit et puis on devait fixer, on se voyait chaque semaine. On s'est vu chaque semaine pendant des années, on se voyait chaque semaine. Généralement, j'allais chez lui. Et, euh, et puis, un soir au mois de juin, il me dit, bah, on se recontacte, on pourra pas se voir la semaine prochaine. Et ce sera compliqué pendant les grandes vacances, parce que Ryzen, bah, il a eu beaucoup de changements dans sa vie, etc. Mais je vous passe les détails de sa vie privée. Et puis, ça a compliqué pendant les vacances. Je te recontacte à la rentrée. Et puis, la rentrée est arrivée. Moi, la rentrée, c'est toujours une période très chargée niveau boulot. Donc, j'ai pas forcément le temps de penser à reprendre contact, etc. Et puis, au fil des mois, ben voilà, il y a plus de contact. Mais je l'ai revu récemment, hein. Je l'ai revu il y a quelques mois. Ryzen, il va très bien. Et oui, voilà, il a pris une autre trajectoire en termes de passion, hein. Il n'a plus touché à ses cartes depuis des années. Donc voilà, ça, voilà. Les passions changent, hein, les centres d'intérêt peuvent changer. Donc voilà, vous avez des nouvelles de Ryzen, il va très bien. De quand date ta dernière partie filmée sans misplay? Je sais pas s'il y en a déjà eu une, en fait, de partie filmée sans misplay.
Je sais pas te dire. Je sais pas te dire si j'en ai déjà fait une sans misplay. Je crois que jouer une partie de ces jeux sans misplay, déjà quand on est concentré et quand on est quelqu'un de concentré, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un de distrait. J'ai l'attention qui file très très vite sur d'autres choses. Je sais me maintenir concentré 40-45 minutes, après ça part en sucette. Donc, en plus, quand je dois animer, penser à vérifier que la technique tourne toujours, etc., ben, au bout d'un moment, et puis parfois je suis simplement distrait, et puis parfois je relis pas mes cartes. Et donc, au final, je fais toujours l'un ou l'autre misplay. Mais au final, ça fait partie du charme, ça fait partie du personnage. Je ne m'en n'inquiète pas trop, car la plupart de mes misplays sont des misplays sans grande conséquence sur l'issue de la partie, en fait. Donc voilà, et puis je corrige et je discute sur ces misplays généralement en incrustation sur les vidéos. Mais c'est vrai que parfois quand je fais un gros misplay qui n'est pas récupérable et qui change vraiment l'issue de la partie, ça m'énerve et je fais une grosse colère. Voilà. Alors, question de Arnaud Barbier sur YouTube. Vas-tu participer au tournoi JCE dans le 91? Non. Non, non, malheureusement non. Alors que s'il y a un endroit où je devais me déplacer, c'est bien là. Et je suis bien d'accord et j'avais vraiment l'intention de venir. Mais malheureusement, conflit de date avec un autre événement dans lequel je me suis engagé. En fait, ce week-end-là, des amis de mon épouse viennent de France, ont passé des vacances en Belgique et ont prévu ce week-end-là de passer les vacances chez nous. Et je me suis engagé quelques jours avant que la date ne soit connue des tournois JCE. Je me suis engagé auprès de mon épouse pour l'accompagner et être présent ces jours-là. Et donc, à moins que je ne divorce d'ici le jour de l'événement, non, je ne serai pas là, malheureusement. Ryzen, que devient-il? Ben, j'ai répondu juste avant. À Lyon, est-il en embrouille avec vous? Non, non, je l'ai dit tout à l'heure. À Lyon n'est pas du tout en embrouille avec nous. Voilà, on espère qu'il va revenir. Et alors, est-ce que fais-tu des financements participatifs? Et si oui, que penses-tu de la situation actuelle? Alors oui, je suis pas un gros consommateur de financement participatif, mais j'en ai fait quelques-uns de financement de Kingdom Rush, deux ou trois de Too Many Bones, ISS Vanguard, Enchanters, j'ai fait Machina Arcana, j'ai fait du Keyforge, oui, j'en ai quand même fait quelques-uns. J'avais fait quelques financements participatifs. Mais aujourd'hui, c'est fini, j'en fais quasiment plus. Je n'ai plus envie d'en faire, justement à cause de la situation actuelle. La situation actuelle, enfin, j'ai lu des choses sur les financements participatifs entre les boîtes qui font de la cavalerie financière, ça c'est quand même incroyable. On lance un projet pour pouvoir financer le précédent qui n'est pas fini. C'est une fuite en avant, c'est juste incroyable, c'est inconcevable. Entre les coûts les coûts de frais de port et les coûts de douane maintenant qui vont arriver, en fait, c'est pas moins cher de financer participativement, de participer à ces financements participatifs. Ce n'est plus moins cher. Moi, j'ai acheté mes extensions de Bullet. Au final, moins cher que si je les avais achetées en financement participatif en rajoutant les frais de port. Donc, c'est pas forcément intéressant, ou ça laisse seulement à partir de très gros lots, et donc du coup, ça te pousse à la consommation, ça te pousse à prendre les all-in à 3, 4, 500 euros. Alors je l'ai fait à l'époque, hein, quand j'ai mis 500 $ pour le all-in Too Many Bones de l'époque, et c'était pas la collection d'aujourd'hui. Je l'ai fait, c'est un pouce au crime, c'est un pouce à la consommation, c'est aussi un pouce à toujours plus, toujours plus, toujours plus, et vas-y le stretch goal, et vas-y les add-ons, etc. Et au final, je me rends compte que je joue pas avec le tiers du quart de ce que j'ai acheté, mais j'ai tout acheté parce que si tu veux que ce soit intéressant, il faut tout acheter. Sinon, c'est pas intéressant, sinon tu payes plus que si tu l'achètes en retail. Et le pire dans tout ça, c'est que tu attends, tu attends, tu attends. Il y a un jeu, je l'ai entendu, ISS Vanguard, 3 ans qu'il a mis, hein, je pense, à arriver. Euh, et quand je l'ai reçu, bah, j'avais plus envie d'y jouer. J'avais plus envie. Ça m'intéressait plus, j'ai changé. J'ai changé de type de jeu, j'avais plus envie, je me retrouve avec une énorme boîte. Et j'y joue pas. Donc le financement participatif, pour moi, c'est terminé.
La situation actuelle n'arrange rien, évidemment, mais franchement, même sans cette situation actuelle, le financement participatif, je ne le fais plus. Ça n'a pas de sens d'acheter quelque chose que tu auras dans 1, 2, 3 ans, parce que ça prend de plus en plus de temps, je trouve aussi. Donc je ne fais plus que pour des jeux pour des extensions de jeux que j'ai déjà. Donc récemment j'ai fait le dernier financement de Bullet avec la boîte de rangement et les nouvelles extensions. Mais sinon j'évite. J'en ai encore un ou deux dans la nature qui sont là depuis tellement longtemps que je sais même pas si je vais les recevoir un jour. Donc voilà, pour moi le financement participatif c'est presque fini. Je réduis très fortement ma consommation. Alors il y en a certains qui sont très très bien, hein. Les financements participatifs de Youssef Fari, par exemple. Donc lui, c'est Berserker que j'ai acheté chez lui notamment, et Colossus. Et c'est lui qui a fait Way of the Samurai et The Road, entre autres. Lui, c'est nickel, hein, ses financements participatifs, mais c'est parce qu'on est en France, évidemment. Donc lui, il s'embarrasse pas avec tout ce qui est mondial. Enfin, je vais dire, pour nous, c'est facile. On est livré la France ou la Belgique, c'est facile pour lui. Et donc, dans ce cas-là, j'ai jamais eu de problème. Les délais étaient respectés tip top. Voilà, aucun problème. Mais moi, j'avais fait Seto Watch aussi en financement participatif. Enfin bref, j'en ai fait quelques-uns. Mais voilà, pour moi, c'est fini, financement participatif. Question de Edouard Sonnes. Quel conseil donner à une personne qui souhaite s'investir dans le jeu mais n'a pas non plus un budget énorme pour acheter l'intégralité de ce qui est sorti? J'ai un peu peur d'être bloqué dans mon deck building si jamais je n'ai pas tout le contenu et donc de ne pas profiter pleinement de la profondeur que ce jeu a à offrir. Oui, c'est une question légitime. Maintenant, Marvel Champions est pour moi des 3 JCE celui qui a le moins besoin d'une collection et qui a le deck building le moins profond. Très clairement, le Seigneur des Anneaux a un deck building extrêmement profond dans la mesure où toute la collection est toujours disponible pour tous les decks. C'est pas le cas pour Marvel Champions. Le choix de ton héros déjà va restreindre et le choix de ton affinité surtout va restreindre ton deck building à un quart de la collection, un peu plus d'un quart de la collection. Et à Horror Arkham, même chose. Il y a environ un quart de la collection qui est utilisé à chaque fois pour deck builder. Et à Marvel Champions, ben, le set héros est quand même crucial. Et donc, c'est pas grave de ne pas avoir les meilleures cartes pour deck builder avec le set de héros. Il y a toujours des choses qui vont rentrer avec le héros. Alors, ok, il te manquera peut-être la carte qui le rend un tout petit peu plus efficace, mais au final, comme il y a très peu d'auto-include, comme je le disais en début de vidéo, il y a très peu d'auto-include dans Marvel Champions, je pense que c'est vraiment le jeu pour lequel tu peux te passer de la collection complète et pour lequel tu peux vraiment te contenter de quelques packs de ce que tu as envie de jouer. Tu prends les héros que tu as envie de jouer, tu prends les deluxe des arcs qui t'intéressent, et puis tu fais avec. Et je pense, oui, bien sûr, peut-être qu'il va de ci, de là te manquer vraiment des briques essentielles pour un héros, mais c'est relativement rare. Généralement, les préconstruits viennent avec quand même les cartes clés du héros hors set de héros, et après, c'est complété. Et mon challenge rétro gaming démontre bien ça en fait. Je m'amuse beaucoup sur ce challenge rétro gaming, même si dans mon rétro gaming, je m'impose de ne pas mettre toute la collection. Donc, franchement, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être bloqué dans le deck building. Tu auras toujours des solutions de deck building, quitte à jouer en standard. Pas besoin de jouer en expert. Ça n'apporte pas grand-chose. Si tu trouves que tu t'amuses pas en standard, ben, tu joues en expert. Mais voilà, il n'y a pas de honte à jouer en standard. Alors, question de André HF3WC sur YouTube. Vous avez eu des contacts avec FFG? Un retour sur vos vidéos ou autres? C'est vrai qu'au vu de la visibilité que vous avez et de ce que vous apportez à la communauté francophone, c'est dommage qu'ils ne vous considèrent pas en tant que tel. Alors, j'ai eu des contacts avec FFG à une époque, d'ailleurs, au début de Marvel Champions, j'avais encore des contacts avec FFG, je recevais les visuels des images. Ce n'était pas des scans, c'était les visuels d'origine. Et puis, ce contact a démissionné, a changé de métier, et son remplaçant n'a jamais daigné poursuivre cette relation. Voilà, c'était tout ce que je demandais en fait. Donc oui, les chaînes étaient reconnues par FFG, notre existence était tout à fait connue et reconnue par FFG, mais moi je n'ai jamais demandé grand chose. Moi tout ce que je voulais c'était les visuels de cartes. Le reste,
Je voulais pas parce que je voulais garder une totale liberté de dire ce que je veux. Et je n'avais pas envie de devoir me retrouver à je ne dois dire que du bien parce que il me donne des contreparties. Oui, quand je trouve qu'une carte est à chier, je le dis. Quand je trouve qu'une idée de développement est à chier, je le dis. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et je me sens libre de le dire. Je me sentirais peut-être moins libre de le dire si la relation était plus étroite avec FFG. Donc du coup, ça ne me dérange pas. Enfin, quand je dis FFG, c'est plutôt Asmodée hein, que je dois dire pour la localisation française. Et donc, voilà. Ça ne me dérange pas de ne pas être plus proche que ça de Asmodée, même si je sais que Sneakit, lui, il trouverait tout à fait normal que ces packs lui soient envoyés par FFG directement, par Asmodée directement, vu tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que, modeste, même en étant le plus modeste possible, j'ai sans doute fait vendre l'une ou l'autre boîte via les vidéos qui n'auraient peut-être pas été vendues. Mais voilà, c'est pas mon but. Mon but, c'est simplement de partager cette passion du jeu de cartes. Alors, question de Pat sur Discord. Tu pars en week-end, tu as le droit à une petite boîte avec juste de la place pour un deck héros et un deck méchant. On trouve quoi dans la boîte? Eh bien, on trouve un deck Adam Warlock avec 2 Hoods. Pourquoi Adam Warlock? Parce qu'il y a des cartes des 4 aspects. Et pourquoi il y a 2 Hoods? Parce que tu as plein de sets modulaires différents qui peuvent renouveler l'expérience du jeu. Voilà, c'est la seule façon que j'ai de répondre à ce genre de questions. Si je veux être honnête, si tu me reposes la question de manière un petit peu plus large, tu pars en week-end, tu as le droit à une petite boîte, ben je prends pas JCE. Si j'ai droit à une petite boîte, je prends pas JCE. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que le JCE, l'intérêt de JCE, c'est d'être un grand jeu, de pouvoir farfouiller dans la collection et t'amuser. Avec un deck et un méchant, je m'amuse 3 fois, et puis c'est terminé. L'intérêt, c'est de pouvoir jouer le même deck sur plein de méchants, ou de jouer plein de decks sur un méchant. Mais une boîte avec un deck, un méchant, je prends un Sprawlopolis, ce sera beaucoup plus rejouable qu'un Marvel Champions. Donc voilà. Arcfly me dit est-ce que j'ai encore mon mur de cartes? Non, je ne l'ai plus. Celui-ci s'est effondré quelques semaines après qu'il ait été fixé au mur. Je ne suis de toute façon pas satisfait de ce mur de cartes parce qu'il y avait des vilains reflets de l'éclairage dont je n'arrivais pas à trouver pour lesquels je n'arrivais pas à trouver une solution. Et donc quand le mur s'est effondré, disloqué en plusieurs morceaux, je l'ai de rage mis au pilon. J'ai essayé de récupérer les quelques cartes que je pouvais. Certaines y ont été définitivement laissées. Voilà, donc je n'ai plus mon mur de cartes. Et quel est mon archétype préféré? Mon archétype préféré, c'est le super allié. Voilà, j'adore prendre un allié, le stuffer et en faire un monstre. C'est pas le plus efficace, mais qu'est-ce que c'est fun. Question d'un certain Proust. Quel est ton sous-fifre le plus intelligent, intéressant et beau? C'est à Lyon. Alors, Captain Miglou me demande, as-tu hâte d'être à la 111e partie? Eh ben, Captain Miglou, oui, j'ai hâte d'être à la 111e partie. Pourquoi? Parce que d'après mes calculs, dans l'hypothèse où je gagnerai toutes mes parties jusqu'à la 111e sera la dernière que je jouerai avec Valkyrie. Ça voudra donc dire que j'en serai débarrassé. Donc vivement la 111e partie. Les héros sur lesquels j'ai changé d'avis. Eh bien, j'ai envie de dire tous. Le fait de rejouer en rétro gaming m'a fait voir le jeu différemment. Et vraiment, les héros pour lesquels j'ai le plus changé d'avis sont les héros les plus faibles en fait. C'est les plus intéressants pour moi. Pour moi, c'est les héros les plus intéressants. Doctor Strange n'a strictement aucun intérêt. Mais même Captain America, c'est pas beaucoup plus intéressant. Un Hulk, ça c'est intéressant. Un Hulk, c'est un challenge. Un Hulk, c'est une contrainte de build. Même un Thor en solo. Même un Thor en solo, j'ai appris à l'apprécier alors que je ne l'aimais pas. Donc, vraiment, ces héros un petit peu moyens. Spectrum, par exemple, puisque j'ai adoré jouer avec Spectrum. C'est ces héros-là, moi, qui me font vraiment plaisir. Vif Argent, enfin, même si Vif Argent, certains vont dire que c'est un mec super fort, mais c'est vrai. Même une de guêpe, même la guêpe, quelque part. Donc voilà, j'aime bien ces héros-là, alors que je ne les avais pas forcément aimés la première fois. Même un Drax, au final, il m'a agréablement surpris. Bismarck, tu as craqué combien de Chaos Bag 2 2 qui ont lâché par le fond, la couture, explosé. Je sais pas comment j'ai fait.
Pourquoi une collab avec Persephone? Ben, elle refuse de répondre à mes messages. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je l'avais pourtant demandé gentiment si je pouvais lui toucher les seins, mais bon, voilà. Et quel serait ton JCE idéal si demain on devait en avoir un nouveau? Pour moi, ça restera la licence que j'aimerais voir déclinée en JCE parce que l'univers a le potentiel, c'est Star Trek. Je suis un Trekkie et c'est vraiment ça que j'aimerais voir un jour en JCE. Alors, demain, tu me dis un JCE Star Trek, je crois que je ne regarde même pas les mécaniques. Je l'achète. Alors, Jax me demande, avant la boîte des gardiens de la galaxie, vous aviez fait une vidéo dans laquelle vous posiez la question de savoir si le jeu était trop facile ou non. Depuis, tu as indiqué avoir cessé de jouer en expert et repasser en standard. Pourquoi ce choix? Le jeu est-il désormais trop facile, bien équilibré ou trop difficile? Ah, alors je suis repassé en standard parce que je joue en rétro gaming. Euh, et ou parce que je joue en préconstruit. Donc voilà. En rétro gaming presque préconstruit où je ne build pas avec toute la collection, mais seulement en remplaçant un certain nombre de cartes et seulement avec les cartes déjà disponibles, l'expert devient un challenge peut-être un peu trop dur. Quand je joue un nouveau héros, je joue son préconstruit ou éventuellement un deck que j'ai pompé sur Marvel CDB et je le joue en standard, rapidos, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense qu'aujourd'hui, pour les meilleurs joueurs du jeu, le jeu est toujours trop facile. Quand je lis les comptes rendus de Proust ou de Portinou, ou même de Sneakit, qui lui joue plus en multi, j'ai toujours cette impression-là. En fait, le jeu est resté trop facile. Il y a eu la boîte Convoitise Galactique, qui était un ovni. Mais même dans le rétro gaming, hein, vous voyez, depuis que j'ai entamé la boîte L'ombre du Titan Fou, je regagne les campagnes. Donc en rétro gaming presque préconstruit, certes en standard, mais en rétro gaming presque préconstruit. Alors le jeu est peut-être resté, peut-être pas trop facile, c'est peut-être exagéré, mais il est resté très très facile pour un joueur expert. Et c'est pour ça que maintenant je ne joue plus comme un joueur expert à Marvel Champions. Je prends bien plus de plaisir à m'imposer des contraintes de build et le challenge rétro gaming presque préconstruit m'amuse autant. La preuve, le 100e épisode arrive très bientôt. Alors, question toujours de Jax. Depuis combien de temps êtes-vous ami avec Sneakit? Je ne sais plus. Pas si longtemps. Après le Covid, je pense. Ça doit faire 5 ans. 5 ans. Est-ce que vous voyez en dehors en Marvel JCE TV? Pendant tout un temps, on s'est vu, on tapait le carton à la boutique ou chez moi, puis ça fait un petit temps qu'on ne l'a plus fait. Oh, bon, il faudrait qu'on le refasse en fait, hein, voilà. Quel est ton classement des affinités par ordre de préférence? Bah, justice, tu le sais, commandement donc en 2, protection en 3 et agressivité en 4. Si je dois mettre le pool quelque part, je le mets entre le 3 et le 4. Quand même pas fou. Quelle note donnerais-tu sur 10 à Marvel Champions, à Arkham et au Seigneur des Anneaux? La question piège par excellence. C'est très compliqué de répondre à cette question. Je crois que je remettrai 8 à tous les trois. Peut-être 7 à Arkham. Pourquoi je mettrais moins à Arkham? Parce que c'est mise en place, c'est manipulation, ça me sort du truc. C'est censé être un jeu où tu t'immerges et tout dans le jeu te fait sortir du truc. Allez chercher dans la collection. Non, non, non et renom. Non, non. Ça me sort du truc. Va chercher dans la collection, ça me sort du truc. Donc, et toutes les mises en place, ça me sort du truc. Donc, c'est pour ça que je mettrais Arkham un petit peu en dessous. D'ailleurs, j'y joue quasiment beaucoup moins. Et en plus, la difficulté de jouer en solo. Marvel Champions reste un jeu très rapide à sortir, très dynamique, mais répétitif. Je trouve malgré tout, c'est pour ça que j'y joue avec modération aujourd'hui. Et Seigneur des Anneaux, ça reste le jeu dans ma vie auquel j'ai le plus joué. Ce serait de la mauvaise foi de dire que je ne lui mets pas une bonne note. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la gamme, il y a beaucoup de déchets. Énormément de déchets. Et donc, c'est pour ça que je ne lui mettrai pas plus que 8 non plus. Donc, je mettrai 8, 8, 7. Sturmlumlan me demande, tu joues beaucoup en vidéo pour alimenter différentes chaînes. As-tu encore le temps de jouer pour toi? Oui, j'ai encore le temps de jouer pour moi. Par contre, je joue peu avec les derniers héros et derniers scénarios, comme tu le demandes. Je joue assez peu. Je fais quelques parties de préconstruit avec les nouveaux héros. Je teste les nouvelles campagnes.
une fois, mais là c'est vraiment le préconstruit, le rétro gaming préconstruit qui me prend le plus de temps et de plaisir quand j'y joue. Et quand j'ai du temps pour moi, je préfère jouer à d'autres jeux en fait. Spirit Island ou Bullet par exemple sont les deux auxquels je joue le plus. Et on va peut-être terminer. Non, alors il y a d'abord une question de professeur TBH. Quel est le personnage ou le scénario qui provoque le plus de misplay chez toi? Je crois que c'est pas une question de personnage ou de scénario, c'est vraiment une question de board. À un moment donné, lorsqu'il y a trop d'effets euh, passifs et déclenchés qui sont en même temps sur le board, j'arrive plus à les suivre et j'en oublie. Et donc, voilà. C'est ça qui provoque des misplays, et surtout la chose qui provoque le plus de misplays chez moi, c'est le fait que je ne relise pas les cartes attentivement. Je crois les connaître, mais en fait, je ne les connais pas. Dernière question de Flag. Si Marvel Champions se mettait à faire des collaborations façon Magic, achèterais-tu les paquets de héros extension? La passion a-t-elle des limites? Alors, je ne joue pas du tout à Marvel Champions par passion pour l'univers. Le jour où je me souviendrai très bien, il était 7 heures du matin, le jour où j'ai découvert la news qui annonçait le nouveau JCE. Quand j'ai vu que c'était Marvel Champions, j'ai été Marvel, que c'était l'univers Marvel, j'ai été tellement déçu. Mais tellement, tellement déçu. Marvel, c'est quelque chose qui me parle, mais tellement pas, tellement pas. Les comics, le multivers, même les films, ça me parle pas. Les super-héros, ça me parle pas. C'est pas ma cam, c'est pas ma DA, ma direction artistique, c'est pas mon graphisme, ça m'a jamais fait triper. J'ai un petit peu appris à apprécier l'univers en jouant au jeu. Mais ça reste pas ma cam. J'ai dit il y a quelques semaines que je me lancerais dans la lecture de comics, j'en ai toujours pas acheté un. Parce que voilà, faut franchir le pas. Donc je sais pas si on pourrait faire pire encore que Marvel en fait pour moi en termes de thème. Donc tu vas aller chercher les thèmes que tu veux. Je crois que je m'y ferai. Même mon petit poney. Et d'ailleurs, il y a un jeu JCE, mon petit poney, si je me trompe pas. Pas JCE, JCC ou un jeu de cartes. Enfin, n'exagérons pas, peut-être pas n'importe quoi, mais je crois que ce serait pas une limite. Si le jeu est bon, je peux faire abstraction du thème. Et Marvel, c'est vraiment un thème qui me plaisait pas. Le graphisme, j'ai trouvé ça, mais les premiers visuels que j'ai vus, je me suis dit, mais c'est laid, je veux pas jouer à ça, je veux pas ça sur ma table. Au final, j'ai testé, j'ai trouvé ça super sympa, dynamique, rapide. Aujourd'hui, maintenant, j'apprends à apprécier le graphisme. Donc voilà, je pars pas avec des a priori sur le thème. Un autre jeu en dehors des JCE auquel je joue énormément pour le moment, c'est Bullet. Pourtant, des adolescentes japonisées style manga, c'est pas du tout ma cam non plus. Je crois que je préfère encore les comics. Mais le jeu me plaît et donc je fais abstraction du thème. Donc c'est très très rare quand je n'entre pas juste pour un thème dans un jeu, si ce n'est les thèmes de guerre, parce que les jeux de stratégie genre guerre, ça m'intéresse vraiment pas. Donc ça c'est un thème dans lequel tu peux me proposer les meilleures mécaniques du jeu, la mécanique guerre mondiale, ça m'intéresse vraiment pas, je peux pas. Ça c'est le seul truc rédhibitoire, tu me feras jamais jouer à un jeu de guerre. Mais sinon pour tous les autres thèmes, je peux rentrer dedans si le jeu est assez bon. Voilà, j'ai répondu aux questions auxquelles je me suis dit que je pouvais répondre individuellement. La prochaine vidéo FAQ verra Proust et Sneakit participer. En attendant, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour le 100e épisode du Rétro Gaming presque préconstruit avec Nebula contre Ella. Merci à tous pour votre fidélité pendant ces 100 émissions et on se retrouve et j'espère qu'on arrivera à la 200e parce qu'il en faudra encore quelques centaines pour arriver au bout du jeu. Salut, salut, à très bientôt.